Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, en replay évidemment chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui continuent d'évoluer sans tendance, sans direction. Les jours de baisse succèdent aux jours de hausse et au final, le CAC 40 évolue assez peu depuis le début de l'année, en légère baisse effectivement par rapport au niveau record qu'on atteint en fin d'année 2023. Le CAC qui se maintient ce soir autour et au-delà même du niveau des 7400 points. Vous aurez le résumé de cette séance sur les marchés dans un instant avec Pauline Gratel qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart cette année et des investisseurs qui sont dans l'attente des prochains catalyseurs qui vont très vite arriver puisque nous aurons demain la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de décembre et dans la foulée s'ouvrira la séquence des résultats annuels des entreprises avec les premières publications aux États-Unis attendues ce vendredi dans le secteur bancaire avec les poids lourds du secteur qui publieront leurs résultats. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo ou encore Bank of America sont attendus en fin de semaine avec leurs résultats annuels. Voilà donc pour le panorama des marchés en ce début d'année 2024. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous plongerons dans le monde du capital investissement. Quelles seront les clés du succès pour le private equity en 2024 dans un monde qui a changé? Le coût du capital est très différent de ce qu'il a pu être lors de la décennie précédente. C'est l'expertise et l'analyse de Jean Raby que nous recueillerons à partir de 17h45, aujourd'hui partenaire en charge du développement chez Astorg, qui sera donc l'invité de ce quart d'heure thématique. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonjour à tous, aujourd'hui la bourse de Paris est sans réelle tendance, tout comme les autres marchés européens d'ailleurs, dans la perspective des très attendus chiffres de l'inflation aux États-Unis pour le mois de décembre, dont la sortie est prévue demain. C'est le gros enjeu de cette semaine. Autre info importante, aujourd'hui, le compte X de la SEC s'est fait pirater. Le hacker a annoncé l'approbation très attendue dans le monde des cryptos du fameux ETF Bitcoin Spot. Résultat, grosse agitation et envolée du Bitcoin au-dessus des 47 000 $ avant de redescendre autour des 40 000 $ à l'annonce de la compromission du compte de la SEC. Les montagnes russes, regardez. Le régulateur doit rendre son verdict aujourd'hui, dernier délai quant à son approbation ou à son veto sur l'ETF Bitcoin Spot. Depuis la fameuse annonce, le Bitcoin se remet tranquillement de ses émotions. La séance du jour est un petit peu moins animée en termes d'indicateurs économiques. Malgré tout, on note les chiffres de la production industrielle en France pour novembre qui augmentent de 0,5% après avoir baissé de 0,3% en octobre selon l'INSEE. Les valeurs maintenant, le leader européen de transport logistique de produits frais, Stef, est en hausse d'environ 3% après l'annonce de changements au sein de son COMEX. Le transporteur s'étend aussi en Europe du Nord. Direction Milan maintenant, où Campari, le groupe de vins et spiritueux, baisse d'environ 6% après avoir conclu 2 placements privés pour 1,2 milliard d'euros pour financer l'acquisition de Courvoisier, le cognac français. Contrairement à hier, le roi des caravanes Trigano recule aujourd'hui d'environ 3%. Pourtant, l'entreprise avait publié un chiffre d'affaires en hausse de presque 20% qui n'était pas passé inaperçu en bourse. Enfin, dans les fortes baisses du jour, on retient celle d'Air France KLM qui accuse presque 5% de repli au cours de cette séance. Comme je vous le disais en intro, demain les investisseurs prendront connaissance de l'inflation américaine en décembre. La fin de semaine sera également chargée du côté des résultats d'entreprise. On attend vendredi les publications de plusieurs banques américaines, JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup. Pauline Gratel avec nous chaque soir dans Smart Bourse pour les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nuno Teixeira nous accompagne ce soir, membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Bonsoir Nuno.
Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Étienne Gorgeon d'être avec nous également. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable de l'activité obligataire de Sanso IS et Olivier Ringard à nos côtés. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êt directeur des investissements de Neuflize OBC. Petit tour de table, premier commentaire sur la situation des marchés en ce début d'année 2024. Olivier, qu'on ne peut pas dissocier évidemment de ce qui s'est passé en fin d'année dernière et notamment de ce monstrueux rallye de novembre jusqu'à fin décembre, rallye généralisé, obligataire, action, qui marque une pause en ce début d'année 2024. On a le sentiment que le driver de la baisse des taux, qui a été le moteur de ce rallye de fin d'année, s'est un peu épuisé à ce stade peut-être. Effectivement, on est en train de digérer. Ça tombe bien après les fêtes qu'on rentre dans cette période qui est justifiée après une forte progression, comme vous le dites, des actions de l'ordre d'une quinzaine de pourcents, de la sphère obligataire qui a rebondi entre, on va dire, 4 et 7%. Donc un rebond très puissant qui a été motivé par 3 éléments. Premier élément, une inflation qui confirme sa décélération. C'était en particulier fin octobre. Deuxième élément, un pivot de la part de la Banque centrale américaine qui est validé. Et troisième élément, des investisseurs qui considèrent que dans cette perspective de pivot proche de la part de la Banque centrale américaine, on se retrouve dans un scénario ou dans une perspective d'un scénario de risque qui se réduit considérablement, en particulier ce scénario de récession. On évacue ce scénario de récession et ça participe au rebond que l'on a eu, qui était d'ailleurs un rebond un peu plus large que celui qu'on avait eu tout au long de l'année 2023, à savoir un rebond, on a observé un rebond des mid et small, on a observé un rebond de la value. Donc c'était un rebond plus large que ce qu'on avait pu voir tout au long de l'année 2023 et qui confirme que les investisseurs étaient vraiment en train d'évacuer ce scénario de risque. Maintenant, lorsqu'on regarde les niveaux de valorisation, lorsqu'on regarde que les perspectives de croissance bénéficiaire des entreprises pour l'année 2024 sont assez positives, on se demande si ce scénario de soft landing privilégié par le consensus va vraiment se réaliser. Quel est le risque principal pour vous attaché à ce scénario de soft landing américain ? Alors, c'est une bonne question. Il faut remettre un peu en perspective notre capacité à prévoir ces perspectives. La difficulté à laquelle les économistes sont confrontés, c'est qu'on a quand même une difficulté à lire le cycle économique et en particulier le cycle économique américain. Et l'année 2023 est une assez bonne démonstration de cela, puisqu'en 2023, la grande majorité des économistes anticipaient plutôt un scénario de récession. Aujourd'hui, la grande majorité des économistes anticipent ce scénario de consensus et pour notre part, on anticipe de soft landing. Et pour notre part, on anticipe également ce scénario de soft landing en considérant que, effectivement, dans un scénario où l'inflation recule, le pouvoir d'achat réel du consommateur se reconstitue, la Banque centrale américaine baisse ses taux et assouplit les conditions financières, il y a même des chances que ça se passe un peu mieux que cela. Pour autant, on ne peut toujours pas exclure ce scénario de risque de récession. Et je vous ferai une réponse très ouverte. Je pense qu'aujourd'hui, en ce début d'année, tous les scénarios sont possibles et il faut conserver tous ces scénarios à l'esprit dans la perspective d'une construction d'allocation d'actifs pour cette année 2024. C'était la petite formule du chef économiste de Deutsche Bank. Il y en a eu plein des formules sur le soft landing. Tous les atterrissages commencent en douceur. Effectivement, même les atterrissages durs commencent par la perception d'un atterrissage. Lui, sa formule sur le soft landing, c'est tous les signaux que vous avez décrits pointent vers un soft landing. Seule l'histoire nous dit qu'il y a quelque chose d'un peu chimérique dans l'idée du soft landing. Mais tous les signaux macro du moment poussent les économistes à privilégier aujourd'hui ce scénario. Oui, tout à fait. Nuno, sur ces considérations, effectivement, l'aspect marché puis l'aspect macro, effectivement, est-ce qu'on peut évacuer des scénarios de risque sur l'économie américaine, sur l'économie de la zone euro également, on peut en parler bien sûr. Et quels sont les risques principaux qui sont attachés à ce consensus assez fort autour d'un soft landing américain ? Oui. Je partage tout à fait l'avis de mon confrère sur le fait qu'il faut raisonner par scénario, c'est-à-dire qu'on peut attribuer probablement une probabilité des 2 tiers sur le soft landing.
une probabilité peut-être de 20% sur un scénario plus déprimé, et peut-être pas une récession, mais enfin quelque chose, une récession technique éventuellement pendant 2 ou 3 trimestres. Et puis, il y a également un scénario qui est possible, c'est un scénario de réaccélération qui n'est pas écarté compte tenu de la vigueur de l'économie américaine. On n'a pas parlé encore de la Chine, mais c'est vrai qu'on peut toujours imaginer une Chine qui, à un moment donné, remet l'accélérateur. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que sur les matières premières, on est un peu dépendant d'un certain nombre de facteurs géopolitiques qui peuvent, à un moment donné, conduire à des accélérations. Ce qu'on a déjà derrière nous, c'est d'abord une normalisation des politiques monétaires. Ouais. Donc ça, c'est quand même un acquis. Donc ce fameux pivot, en tout cas la perspective d'une situation où il n'y aura plus de remontée de taux, même si on ignore la durée du fameux plateau. On a du rendement sur les obligations sans pour autant que les conditions financières soient trop dégradées. Donc ça, c'est quand même assez favorable parce que ça veut dire que d'abord, il y a quand même des instruments pour restimuler l'économie en cas de nécessité. Ce n'était plus le cas quand on avait des taux extrêmement bas. Et les tendances sur l'inflation sont quand même favorables. Alors on sait bien que sur 2024, ça va être plus dur, on va rentrer dans le dur pour réduire l'inflation sous-jacente et donc il ne faut pas s'attendre, je dirais, peut-être à des changements de politique monétaire trop précoces. Nous, on n'achète pas le scénario mars 2024 pour une première baisse des taux ou avril, plutôt juin pour la Fed et plutôt septembre pour la BCE. Alors après, sur le mouvement qui a été observé, c'est vrai qu'il y avait eu de l'exagération aussi à la hausse des taux pour des raisons plutôt techniques. Ouais, de positionnement. D'émissions, etc. D'émissions, les fonderies Parity aussi, qui probablement avaient dû réduire la voilure en termes de sensi parce qu'il y avait beaucoup de vols sur les taux. Donc tout ça a contribué à une exagération qui a été effectivement peut-être surcorrigée sur les 2 derniers mois de l'année. Donc là, on digère, effectivement. Il se peut qu'on aille retrouver des niveaux un peu plus élevés sur les taux longs. Ça ne serait pas forcément malsain. Finalement, les niveaux de début 2023, ça ne serait pas choquant autour de, effectivement, de 2,20 sur le 10 ans allemand. Et puis autour de peut-être 4,40 sur le 10 ans américain. Voilà, donc on est dans un scénario qui reste pour l'instant relativement favorable. Après, le soft landing, c'est quelque chose de très... c'est un jeu d'équilibrisme parce qu'il ne faut pas que ça ralentisse chemin de crête, trop. bien sûr. Voilà, tout à fait. On espère quand même ces fameuses baisses de taux, mais est-ce que les baisses de taux ne vont pas venir d'un scénario trop dégradé ? Donc, on va osciller probablement entre une certaine complaisance par rapport à un scénario qui semble idéal pour l'ensemble des marchés et de temps en temps des inquiétudes qui vont se manifester ici ou là. Comment vous avez compris la fonction de réaction de la Fed à ce stade pour 2024, après le discours de Jérôme Powell, notamment mi-décembre? Est-ce que c'est plutôt une Fed qui voudra rester réactive et donc assurer effectivement un certain nombre de baisses de taux au cas où l'économie américaine se mettrait à ralentir beaucoup plus fortement que leur scénario? Ou est-ce que vous avez la perception d'une Fed qui a envie d'être beaucoup plus proactive et qui pourrait se permettre d'ajuster justement sa politique monétaire, quand bien même l'économie ne serait pas en récession aux États-Unis? Il me semble que ce serait un petit peu dangereux pour la Fed d'être trop proactive. D'accord. Alors le seul élément qui pourrait militer dans ce sens, ce serait des éléments politiques, c'est-à-dire préférer agir suffisamment tôt plutôt que se retrouver proche de l'élection à devoir réduire la voilure un peu trop fort. Mais sinon, il n'y a pas je dirais, de raison objective pour l'instant. Les conditions financières ne sont pas extrêmement pénalisantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout pour après novembre et décembre, c'est sûr. Donc, voilà. Après,
On garde un scénario qui est plutôt positif sur les marchés obligataires pour l'ensemble de l'année, tout simplement parce que, en dehors même des périodes où on a eu des récessions, en général, quand il y a arrêt de la hausse des taux directeurs, au bout de, effectivement, la moyenne c'est plutôt autour de 6-7 mois. Ça sera peut-être un peu plus long, mais on a une inflexion et l'inflexion conduit généralement à des baisses de taux longs qui peuvent aller plutôt autour de 150 points de base. Donc on peut très bien imaginer des taux à 10 ans aux États-Unis autour de 3,50 à la fin de l'année 2024. Chaque correction du marché obligataire serait une opportunité de revenir sur des parties un peu plus longues de la courbe. Tout à fait. Et beaucoup d'investisseurs longs, les assureurs, etc., ils sont très contents d'engranger je dirais des taux du portage pour des durées assez longues. Étienne, votre lecture de la situation, notamment de l'univers obligataire que vous connaissez bien. Est-ce que le driver de la baisse des taux est épuisé à ce stade? Et qu'est-ce que le marché de taux anticipe bien aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il anticipe peut-être un peu moins bien? Si je prends votre question, Grégoire, et je la segmente peut-être en 2 ou 3, c'est que fait la Fed? Que fait l'économie américaine? Soft landing, hard landing, no landing. Si je les reprends un par un, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que la Fed, sur les 6-7 derniers mois de l'année, ses membres ont été un peu taquins. C'est-à-dire qu'on était sur cette histoire de higher for longer, puis on s'est retrouvé assez brutalement mis le 13, pour être précis, le 13 décembre, finalement sur higher for not so long. Et du coup, je me suis posé la question, avant de regarder ce qu'il y a dans les prix, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que la Réserve fédérale fait ça alors qu'historiquement, elle pivote à des niveaux d'emploi et d'inflation un peu différents? Encore une fois, c'est un peu l'histoire de la Deutsche Bank à laquelle vous faisiez référence, mais si l'histoire doit être vaguement un guide ou un guide, historiquement, la Fed a jamais eu vraiment tendance à pivoter avec un chômage en dessous de 4% et une inflation en dessous de 3%. Sur l'inflation cœur. Donc là, elle fait un pivot. Et donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui peut l'inquiéter à ce point-là pour qu'elle fasse un pivot? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien vu? Alors, au début, je me suis dit, en fait, elle est pro-croissance. Elle a envie que ça se passe bien, elle est pro-croissance, au risque de devenir Arthur Burns, qui est le pire, si on en lit l'académie, les livres académiques sur l'économie américaine, le pire président de la Réserve fédérale, puisqu'il a laissé l'inflation devenir extrêmement ancrée dans les années 70. Il a relâché trop vite la bataille contre l'inflation. Et cette critique, au passage, et si on finit sur cette idée-là, est pas totalement impossible, puisqu'on est quand même dans un environnement où les salaires évoluent en fonction des données entre 4 et 5,5. Donc on est toujours dans un environnement, dit autrement, la Réserve fédérale donne l'impression, elle a une confiance en elle sur le fait que l'inflation, elle la maîtrise. C'est un des premiers messages que j'ai ressenti, avec le risque que ça implique. C'est que finalement, ce ne soit pas le cas. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, en regardant les minutes, il fallait vraiment aller jusqu'au bout. Il y a un passage, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je n'avais pas vu ça. La Réserve fédérale écrit explicitement qu'elle est inquiète par ce potentiel risque de décrochage de l'emploi. Et donc, qu'il se passe, comme on a pu l'observer dans les cycles précédents, c'est que vous avez un emploi qui est très fort, et puis la récession, les taux font leur job, et d'un seul coup, l'emploi se dégrade, mais c'est vrai que c'est toujours vertigineux. C'est un point bas et une ligne droite. Et donc, quelque chose de pas linéaire possible dans le marché du travail et la trajectoire de l'emploi américain. C'est une cassure dans la direction, ça baisse. C'est ce qui est en train de se produire. Au passage, on est au plus bas sur tous les chiffres. Et d'un seul coup, cassure très violente, le chômage remonte très vite à 4,5 et plus. Et donc, je me dis que la Réserve fédérale est quand même un peu inquiète sur la hausse des taux, l'inversion de la courbe, le fait que les banques ont beaucoup moins d'appétit à prêter, le fait que certains indicateurs ne sont pas très bons. Donc, elle prend ce risque. En fait, elle est très confiante sur sa capacité à maîtriser l'inflation. Elle prend le risque de se tromper et que M. Powell devienne M. Burns. On verra. Le second point, c'est l'économie américaine. Je trouve que l'économie américaine n'a jamais été aussi compliquée à lire. Alors on peut super simplifier, mais je trouve qu'elle est effectivement très compliquée à lire. J'ai regardé juste les chiffres de vendredi. On regarde l'étude sur les payrolls. Donc le rapport sur l'emploi américain, c'est une enquête. Elle est plutôt très forte. Vous regardez la même enquête auprès des ménages, catastrophique. Donc en fait, vous avez deux enquêtes qui disent des choses absolument... Les ménages disent, de notre point de vue, il y a eu 700 000 destructions d'emplois
au mois de décembre aux États-Unis. Voilà. Après, vous essayez... L'enquête auprès des entreprises dit qu'il y a eu plus de 200 000 créations. Alors après, vous dites, c'est pas grave, il y a plein d'autres données, on va essayer de réconcilier les choses. Mais non, vous y arrivez toujours pas. C'est-à-dire que vous voyez les allocations de chômage qui sont plutôt orientées à la baisse, donc les Américains demandent peu d'allocations de chômage, oui, mais la taille de la population active est en train de baisser, ce qui explique que le taux de chômage reste faible. Enfin bref, vous pouvez regarder le problème dans tous les sens. Alors à la fin, il y a quand même un juge de paix pour l'instant. Tant que les salaires ne baissent pas, on peut considérer que la réalité, même si c'est difficile à lire, c'est que le marché de l'emploi doit rester à peu près vivant. Et donc, là, on en vient au prix. Puisqu'on n'est pas en récession, puisque le marché de l'emploi est toujours vivant, enfin est toujours solide, pardon, et que c'est quand même le moteur de l'économie avec la consommation, alors 150 points de base de baisse de taux, c'est en ligne avec une récession. S'il n'y a pas récession, moi je rejoins ce que dit mon collègue, c'est qu'a priori, il y a potentiellement des taux qui pourraient souffler, voire remonter, et que ça sera probablement au passage une bonne opportunité pour se protéger contre ce que nous, désormais, on appelle une épée de Damoclès, c'est que la récession est devenue impossible à timer. Quand on n'arrive pas à lire les chiffres, quand on sait qu'historiquement il y a toujours une récession dans cette configuration, donc on s'est dit, c'est difficile de dire oui, ça va se faire au premier trimestre, au second, la seconde moitié de l'année. Disons que c'est une épée de Damoclès qui se balade au-dessus de nos têtes et qui peut arriver d'un moment à l'autre. Il faut simplement l'intégrer dans la construction de portefeuille. Après, dans les prix, quand je regarde les choses un peu plus largement, je ne sais pas si c'était la fin de votre question, il y a des choses qui deviennent assez intéressantes. C'est que les taux, on les trouve un peu tendus puisqu'il n'y a pas de récession, donc ils ne sont pas censés avoir baissé autant. Donc tant qu'il n'y a pas de récession ou de décélération marquée, probablement que le marché des taux devrait souffler. Sur le crédit aux États-Unis, c'est assez spectaculaire. Je n'avais pas vu ça, moi, depuis très longtemps. C'est que vous regardez la prime de risque, elle intègre un taux de défaut qui est désormais inférieur au taux de défaut officiel. Et le taux de défaut, alors officiel, c'est calculé par les agences de rating. Donc, pour faire simple, vous avez un taux de défaut qui est observé, qui est autour de 5, et vous avez le marché qui anticipe 3,7. Donc vous n'avez aucun coussin de protection. Et moi je trouve qu'on est un peu dans cette configuration sur quasiment toutes les classes d'actifs. Il n'y a pas beaucoup de coussins de protection. On est pressé pour la perfection. Voilà, on est pressé pour plein de bonnes nouvelles. Ouais. Bon, vous commentez. Après il y a l'Europe. Oui, je voulais bien qu'on en dise un mot quand même. On ne peut pas ne pas parler de l'Europe. Bon, l'économie américaine, le marché américain reste directeur, bien sûr, mais comment vous voyez l'Europe positionnée par rapport à ça? Et là aussi, Olivier, quels sont les risques macro? Alors, j'allais dire le scénario consensuel en Europe. Assez facilement, c'est celui de la médiocrité continue, persistante. Non, mais mort de plaine. Je le dis, je le dis sans que ce soit forcément un défaut. Hein. La médiocrité, parfois, ça se permet aussi de traverser des périodes avec moins d'à-coups peut-être que d'autres économies. Mais voilà, ça fait un an qu'il n'y a plus de croissance en Europe. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une explosion de la croissance devant nous. Par rapport à cette idée-là, quels sont les risques attachés au scénario européen ? Je pense que sur l'économie européenne également, on a un peu de difficulté à lire ce qui se passe vraiment dans le système économique européen, parce que d'abord, on a une forme de déconnexion entre ce que vous donnent les niveaux d'enquête auprès des agents économiques, en particulier entreprises, ménages, et ce qu'est la croissance réelle. Lorsque vous regardez les niveaux d'enquête auprès des entreprises et des ménages, on est plutôt sur des niveaux qui indiquent une récession assez sévère en zone euro, ce qui n'est pas le cas. Deuxième élément, malgré ce ralentissement assez sensible de l'économie européenne qui est aujourd'hui en stagnation, récession, on a un taux de chômage qui ne bouge pas beaucoup, même si, quand vous regardez dans certains pays, vous avez le taux de chômage qui est plutôt en train de remonter, et dans d'autres, vous avez un taux de chômage qui continue de baisser légèrement. Donc on a une disparité bien connue au sein de la zone euro, mais qui persiste et qui rend la lecture complexe de la situation cyclique européenne. Et puis le troisième élément, c'est inflation Banque centrale européenne. Et sur l'inflation, on voit que cette inflation, elle décélère, bien sûr, mais elle décélère peut-être pas aussi rapidement que le souhaiterait la Banque centrale européenne, d'où une Banque centrale européenne qui, pour l'instant, se concentre sur la perspective de maintenir son taux directeur là où il est et de s'assurer qu'il n'y a pas ce fameux effet de second tour qui toucherait en particulier les salaires. Donc par rapport à cela, le risque principal, il est plutôt baissier.
selon nous, si on devait considérer un scénario à la hausse ou un scénario à la baisse. Le scénario de risque pour la zone euro, c'est un scénario baissier où la Banque Centrale Européenne maintient trop longtemps des conditions financières trop restrictives et qui fait basculer la zone euro dans un scénario de récession plus endogène, plus marqué, avec, pourquoi pas, de nouveau, des tensions financières en zone euro. C'est un peu le scénario de risque que l'on considère. C'est intéressant parce que dans les risques américains, il y a quand même l'idée d'une Fed qui serait trop proactive et qui finalement remettrait un peu de surchauffe dans l'économie. À l'inverse, vous dites, la BCE, son risque, c'est l'inertie historique de la BCE qui pourrait à nouveau lui jouer des tours, entre guillemets, en tout cas dégrader encore un peu plus la situation économique européenne. Cette analyse, elle se base d'abord sur le track record des deux banques centrales. Et puis ensuite, elle est également fondée lorsque vous regardez les dernières communications qui ont été faites par la Fed et la BCE mi-décembre, avec une Fed qui pivote et une banque centrale européenne qui dit on n'a pas discuté il n'y a rien à voir au sujet de la baisse des taux. Donc c'est la raison pour laquelle le scénario de risque pour cette zone euro, c'est celui d'un basculement dans une récession un peu plus dure. Bon. Un mot sur la zone euro, et puis je voulais qu'on en vienne quand même à la partie microéconomique aussi avec les résultats d'entreprises qui arrivent. Étienne, si sur la zone euro et la BCE, allez-y, qu'est-ce qui vous... Moi sur la zone euro, je m'attendais à ce que... Parce que les risques sont différents de ceux qu'on a décrits sur l'économie américaine en l'occurrence. Moi je m'attendais à pire en fait. C'est-à-dire que... voilà, ça c'est l'histoire de la zone euro. On s'attend toujours à pire. C'est ça, et c'est vrai que c'est quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Donc si on se compare aux Chinois, c'est pas mal, aux Américains, c'est beaucoup moins bien. Mais je m'attendais un peu à pire, et le fait que le chômage baisse en réalité et que la croissance, il n'y ait pas qu'on soit autour de zéro, pour dire clairement les choses, mais pas tellement en deçà de zéro, qui pour moi plutôt une surprise évidemment positive. Après, il y a quand même des choses qui sont des données qui sont difficiles à ignorer. C'est que ça fait 12 mois que la production industrielle baisse en Allemagne, 5%, etc. Donc, effectivement, la Banque Centrale Européenne, à un moment ou un autre, va devoir réfléchir à quelque chose d'un tout petit peu différent. Mais moi, je suis presque surpris par la résilience de l'emploi. Et même quelque part un peu de l'économie, quand on voit que toutes les enquêtes, et là je rejoins Olivier, toutes les enquêtes étaient vraiment déplorables sur des périodes extrêmement prolongées. Après, est-ce que la BCE peut nous surprendre et être flexible ? Je crois que ça va être compliqué. C'est pas le logiciel. Non, mais par contre, ils sont au courant. Enfin, Madame Lagarde, oui, c'est quelqu'un qui sait les choses, qui voit bien ce qui se passe et qui connaît. Mais il y a l'obsession du risque de second tour, comme disait Olivier. Enfin, les derniers discours, c'est de dire, certains banquiers centraux européens vous disent, on attendra la série des salaires du deuxième trimestre, qui sortira donc courant troisième trimestre, pour se fixer vraiment sur l'idée de est-ce qu'on peut baisser les taux ou pas et dans quelle mesure, quoi. La Banque Centrale Européenne, historiquement, n'est pas plus rapide que la Fed, n'a jamais été plus rapide que la Fed. Et donc elle va probablement faire ce qu'elle a fait dans son histoire, c'est laisser la Fed tirer la première et probablement suivre. Moi, je ne la vois pas être plus dogmatique que ça non plus. C'est vrai qu'ils ont un mode de fonctionnement un peu à part. Et c'est des gens qui voient ce qui se passe, ils ont les mêmes chiffres que nous. Et puis, on a appris à les voir s'ajuster dans des environnements catastrophiques de type 2011. Et ils n'ont surtout pas envie de revivre des choses pareilles. Puis encore une fois, envoyer un signal. La Banque centrale, avant de baisser matériellement ses taux, ne serait-ce qu'envoyer un signal, on l'a vu avec Jérôme Powell en décembre, le marché fait déjà le job. Incroyablement le job. D'autant plus. Donc la BCE n'a pas besoin de baisser ses taux à son meeting du 7 mars. Un simple signal, c'est déjà gagné, ou en tout cas, c'est déjà quelque chose que le marché factorisera. Et d'autant plus que pour un investisseur obligataire, les courbes de taux en Europe n'ont aucun sens. Aucune hiérarchie n'est respectée. Ça fait des mois que vous dites ça, Étienne. Mais si vous regardez les 2 ans, vous avez le Portugal qui traite à l'intérieur de la France, parfois à l'intérieur de l'Allemagne. Enfin, vous avez des hiérarchies. Portugal à 2 ans émet moins cher que... ça coûte moins cher à 2 ans que le rendement que la France. Portugal, je l'ai vu à l'intérieur de l'Allemagne. De l'Allemagne. Je n'ai pas regardé ce matin, mais il y a quelques jours, il y était encore. La Grèce, c'est pareil par rapport à la France. Il n'y a pas de la hiérarchie a disparu. On a l'impression, en tout cas sur la partie courte de la courbe, et sur la partie longue, si on pense que c'est un peu de valeur de raisonner en termes de prime de risque sur l'obligataire, que ce soit les règles de Taylor, les Golden Rule, peu importe, ça n'a aucun sens non plus.
C'est-à-dire que celui qui va acheter du 5 ans et du 10 ans en se protégeant contre une récession, c'est pas impossible qu'il l'ait acheté pour rien du tout, parce qu'ils sont déjà tellement bas ces taux par rapport aux 2 ans. Donc c'est une zone qui est un peu particulière, là. Beaucoup de perturbations, de pollution probablement dues à l'activité de la Banque centrale elle-même d'ailleurs. Ouais. Et puis le jeu du supply, des émissions. Oui, c'est ça, on rappelle absolument. qu'on aura des émissions records un peu partout dans le monde, émergents, américains et européens aujourd'hui. Sur l'Europe, Nuno, et puis je voulais qu'on apporte un peu aussi de couleur microéconomique avec les résultats qui arrivent. Oui, alors sur l'Europe, on a quand même eu un phénomène qui explique peut-être un petit peu ce resserrement des primes de risque. Je suis portugais, alors je me réjouis que le Portugal... Mais on se réjouit tous que les périphériques se portent beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Les trajectoires de dette sont meilleures que dans les pays développés. L'Allemagne a été le pire élève. Évidemment, elle partait d'une situation très saine, mais elle a été un mauvais élève en 2023. Je vois aussi le taux de chômage au Portugal qui converge pour la première fois depuis très longtemps avec le taux de chômage en zone euro. Là aussi, c'est des indicateurs lourds. Voilà, donc on a une situation en Europe. Nous, on pense qu'on devrait avoir une très légère accélération de la croissance en 2024 en zone euro. Sur quelle base ? Sur la base, finalement, de conditions financières qui restent assez favorables, des taux réels qui sont aussi plus favorables qu'aux États-Unis. Et puis peut-être une industrie allemande qui va progressivement quand même s'adapter à une nouvelle situation, des prix de l'énergie qui restent quand même à peu près sous contrôle. On n'a pas d'inquiétude comme on en avait l'hiver précédent. Donc on a plutôt le sentiment que le pire est passé. Mais c'est vrai que c'est conditionné à la fonction de réaction de la BCE. On voit quand même que sur le quantitative tightening, ils sont assez dogmatiques, donc contrairement à la Fed qui est plus souple. Donc on verra, mais on est plutôt légèrement plus optimiste. On pense aussi que la Banque d'Angleterre va sans doute tirer avant la BCE, entre la Fed et la BCE. Compte tenu de la situation de l'économie britannique qui est quand même pas intéressant. Au-delà du facteur monétaire et de la politique monétaire en zone euro, vous dites il y a quand même des ingrédients, salaire réel positif aussi, des stocks d'épargne considérables dans des pays clés comme la France et l'Allemagne. On ne l'a pas dépensé jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi on la dépenserait demain, mais ils sont quand même là, ces stocks d'épargne. Psychologiquement, à un moment, ça peut aider aussi à... Oui, tout à fait. Sur la partie micro, du coup, gardez la parole, Nuno. Alors, les résultats sont encore devant nous, effectivement, mais quelle couleur est-ce que vous attendez de cette séquence de période de publication de résultats ? Ma question étant, on a beaucoup parlé de la profit-led inflation, l'inflation générée par des profits ou des marges qui ont été tirées au-delà des standards historiques, dans certains secteurs, dans certaines entreprises. Est-ce que ce phénomène est en train de se renverser et est-ce qu'on va le voir déjà dans les résultats qui vont être publiés ou dans les guidances, les perspectives qui seront offertes par les entreprises ? Oui. Pour l'instant, on va avoir des résultats sur la fin de l'année qui risquent d'être encore corrects, mais je pense que effectivement, les guidance risquent d'être un petit peu plus prudentes parce que l'effet d'inflation va disparaître. On a aussi un euro qui commence à être un tout petit peu plus solide, donc un effet de change peut-être un peu moins favorable. Et puis, il y a des secteurs, le secteur financier qui est encore un secteur qui se porte plutôt bien, qui a largement surperformé par l'amélioration de sa rentabilité. Il nous semble que ça devrait quand même s'essouffler un petit peu, surtout si on reste dans une courbe des taux inversée, ce qui est quand même moins favorable que lorsqu'on a de la pente. Et là-dessus, je rejoins mon collègue. C'est vrai qu'on a une situation qui est pas très saine. On devrait avoir progressivement de repentification. De la repentification. Et pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. C'était l'histoire de l'été dernier, en fait. C'est ça. Puis ça s'est arrêté, ça a été stoppé net. Donc on aime bien les secteurs type services aux collectivités qui, eux, devraient quand même bénéficier d'un environnement qui reste assez prévisible pour ce type de secteur et puis surtout de coûts de financement qui devraient se modérer un peu.
Sur la partie résultats, micro, Olivier, qu'est-ce que vous attendez de cette séquence? Est-ce qu'on va voir effectivement la fin de l'illusion nominale dans les marges des entreprises et quels sont les secteurs qui doivent attirer le plus d'attention, soit pour de bonnes raisons, soit pour de mauvaises raisons? Ou est-ce qu'il y a des décalages ou des asymétries importantes, selon vous, entre la valorisation d'une entreprise et ce qu'on peut attendre d'elle en termes de bénéfices pour 2024? Sur les résultats du quatrième trimestre, on n'est pas particulièrement inquiet. On pense qu'il y avait encore, en particulier du côté des États-Unis, un momentum de croissance nominale qui était bon et donc qui doit soutenir encore la croissance des revenus et la croissance des résultats. Sur la perspective, on est plus dubitatif puisque lorsqu'on regarde les projections pour cette année 2024, on a une attente de croissance bénéficiaire pour le marché américain qui est autour de 10,5%. Une croissance bénéficiaire attendue du côté de l'Europe qui est autour de 5,5%. Par rapport à un scénario de désinflation, d'abord pour les États-Unis et pour l'Europe, plus une stagnation pour l'Europe, et enfin un scénario à minima de ralentissement pour l'économie américaine sur les 3 premiers trimestres de l'année 2024, il nous semble qu'il y a un peu trop d'optimisme et on est d'ailleurs en train d'observer, en particulier en Europe, une détérioration assez nette du momentum microéconomique, au sens où on a plus de révisions à la baisse de la part des analystes que de révisions à la hausse, et c'est assez marqué, ça s'est accéléré à partir du mois de décembre. Ce qui n'est pas un très bon signal, c'est plus un signal de volatilité normalement pour la classe d'actifs actions, si cette dégradation du momentum microéconomique perdure. Après, secteur par secteur, ce qui va probablement retenir l'attention, et c'est les 2 grands secteurs qui se sont distingués l'année dernière, si je puis dire. En tout cas, c'est ceux qui retiennent notre attention. D'un côté, le plus performant, la tech et la croissance. De l'autre côté, le moins performant, la santé et la value, pour simplifier. La croissance aujourd'hui, et en particulier sur le secteur de la tech, quand on regarde ce qui se passe sur les États-Unis, on se retrouve sur des niveaux de valorisation qui sont au-delà de 30 fois les bénéfices. Donc on repaye bien la croissance parce qu'elle le vaut bien, évidemment. Mais pour autant, dans le scénario de no lending, celui-ci normalement peut entraîner de nouveau des tensions sur les taux longs et on remettrait un peu en cause ces valorisations de la croissance. De l'autre côté, sur le secteur de la santé et le secteur de la value, donc la santé c'est défensif, la value, pour simplifier là aussi, on va dire que ça n'aime pas trop le scénario de récession. Donc voilà, c'est ces différents éléments qu'il faut essayer de pondérer. Vous disiez tout à l'heure, en termes de construction de portefeuille, il faut tenir compte de tous ces scénarios aujourd'hui macroéconomiques qu'on a décrits. Oui, je pense qu'il faut vraiment fonctionner. Et ça se retrouve dans la partie action. Oui, ça se retrouve dans l'allocation entre les actions et les obligations, et ça se retrouve ensuite dans la construction de portefeuille, en particulier sur la partie action, sur la diversification sectorielle. Et pour notre part, pour l'instant, on a conservé un peu le positionnement que l'on avait au second semestre de l'année 2023, qui était celui où on continuait de privilégier la croissance et en particulier le secteur de la tech, mais dans le même temps, on a eu également la mauvaise idée de continuer à privilégier le secteur de la santé. La bonne nouvelle, c'est que le secteur de la tech aux États-Unis est plus gros que le secteur de la santé, là aussi pour simplifier, ce qui a été créateur de performance. Mais on voit que fonctionner en termes de scénario permet de bien diversifier son allocation, mais peut également de temps en temps pénaliser la performance absolue, puisqu'on ne met pas tout sur le rouge, si je puis dire, ou tout sur le noir. On construit une allocation diversifiée en fonction des scénarios. Mais cette histoire de scénario, comme ça a été dit en introduction, je pense qu'elle est très importante sur cette année 2024, puisque la lisibilité du cycle est quand même extrêmement réduite. Il faut bien regarder effectivement la gamme des scénarios macro possibles devant nous. Si un mot quand même, alors bon, Joker, est-ce que la Chine sera un Joker 2024 ? Avant même de parler de ça, Nuno, Nikkei
Topix, c'est le breakout ce matin, ça prend 2% encore, le marché japonais, après une année 23 spectaculaire, en yens, hein, je précise évidemment, mais quand même, les investisseurs internationaux ont l'habitude de gérer la devise japonaise quand ils sont exposés au marché japonais. Donc là, tous les analystes techniques nous disent c'est le breakout, on sort par le haut, et donc on peut revoir, je sais plus, c'était quoi, 40 000 points sur le Nikkei 90. On n'y est pas, hein, là, on est sur les niveaux de l'année 90, mais la chute a été tellement brutale qu'on est encore un peu loin du sommet historique de la bulle des actions japonaises. Mais quand même, c'est un marché que tout le monde regarde aujourd'hui. Et c'est un marché sur lequel on est surpondéré, effectivement. Surpondéré. Dans cette logique d'équilibrage d'un portefeuille entre la croissance qu'on veut quand même garder aux États-Unis notamment, et puis des paris plus-value en Europe et en Asie, on aime bien le Japon. On considère que effectivement, cette politique de taux zéro va devoir être à un moment ou à un autre dans le courant de l'année revue. Ça a été plus ou moins évoqué déjà par le patron de la Banque centrale japonaise, même si voilà, ils attendent encore des signaux un peu plus... Ils ne sont pas pressés. Hein. Non, ils ne sont pas très pressés. Mais on voit que les entreprises d'abord ont beaucoup de cash. Elles commencent à faire beaucoup plus de rachats d'actions. Elles sont aussi une manière d'acheter finalement de la tech. Il y a pas mal d'entreprises dans la tech qui sont intéressantes au Japon et qui ne se payent pas au même multiple qu'ailleurs. Donc c'est un marché qu'on aime bien. Pour la Chine, il nous semble qu'on est toujours en déflation. Donc tant qu'on est encore en déflation, ça nous semble un petit peu difficile, sauf annonce effectivement d'un plan de relance massif qu'on ne semble pas pour l'instant voir pointer le bout de son nez. Et notamment le secteur immobilier. Alors, ça s'est stabilisé dans les villes un peu tier 1, les villes les plus grandes, au niveau des prix, mais le marasme continue par ailleurs. Et il y a quand même pas mal de facteurs négatifs encore en Chine pour envisager un retour. Et ça a très mal démarré d'ailleurs depuis le début de l'année. Ah bah oui, si, il y a eu un petit sursaut des actions émergentes et chinoises peut-être en fin d'année dernière, mais oui, tout ça s'est évaporé. Les actions chinoises vont de plus bas en plus bas chaque jour depuis le début de l'année, de ce point de vue-là. Un mot pour finir du crédit et taux. Sur le crédit, vous disiez tout à l'heure, on a eu quand même un phénomène de resserrement des spreads très fort aux États-Unis. Les opportunités sur le crédit, elles sont déjà passées, elles sont déjà derrière nous. Non, il y a plein de choses à faire. Le marché des taux et du crédit, je trouve que c'est extrêmement riche parce que incroyablement divers. Par contre, je pense qu'il faut changer de façon de gérer. C'est-à-dire que l'année 2023, de ce que j'ai pu voir, c'était vraiment l'année de l'obligataire où les clients cherchaient à loquer, à avoir du rendement pour leur portefeuille. Donc on essayait de gagner du 5, 6,5 plutôt sur des allocations à yield. Donc ça a très bien marché. Maintenant que les primes de risque sont plus compressées, je pense qu'il faut repasser au mode tactique. Si les taux sont chers parce qu'il y a une exagération de marché, faut être un petit peu short. Par exemple, c'est des choses qu'on fait. Plus d'agilité, plus de flexibilité. On est moins dans la logique de portage. On est moins dans le portage qu'on essaye de loquer parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. Par contre, il y a des arbitrages à vraiment saisir qu'on trouve intéressants. Encore une fois, s'il n'y a pas de récession et que les taux ont beaucoup trop corrigé, à la baisse. Simplement, on peut les shorter. Sur le crédit, au lieu d'acheter du simple B qui a donc des boîtes un peu péchues en termes de levier, on trouve des belles boîtes entre 3B et WB, du Mobilux, du Conforama, But. On peut trouver, il y a des financières aussi qui sont devenues pour des détenteurs de dettes obligataires, c'est un peu des coffres-forts désormais avec leurs fonds propres, et donc on prend des risques relativement mesurés. Vous voyez, sur des donc c'est vraiment tactique. L'idée, c'est d'être probablement un peu moins risqué que l'année dernière, c'est d'être beaucoup plus flexible, c'est de regarder les valorisations. Et nous, ce qu'on aime bien faire en ce moment, c'est du crédit plutôt court, sur du 1 an et demi, sur des bonnes signatures, on arrive à faire autour de 5,20. On trouve que c'est raisonnable, pour nos clients. On est un peu défensif sur les taux en attendant que ça respire un petit peu. Il y a un point d'interrogation, si on regarde de très près les points morts d'inflation, parce que c'est pareil, personne n'intègre aucunement le risque de résurgence de l'inflation, probablement pour des bonnes raisons, mais du coup, c'est un marché qui se regarde dans ces moments-là. Je comprends. Donc voilà. C'est un risque, on l'a évalué autour de 20%, l'idée du no-lending et de la résurgence de l'inflation. Donc plein de choses à faire sur l'obligataire, mais de manière plus flexible et probablement moins directionnelle.
Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. En ce début d'année 2024, Étienne Gorgeon était avec nous, responsable de l'activité obligataire de Sansao IS, Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflis OBC et Nuno Texera, membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, thème qui va nous permettre de sortir des marchés liquides cotés pour nous plonger dans le monde du capital investissement. La question étant de savoir quelles seront les clés du succès cette année 2024 pour le private equity. Et c'est Jean Raby qui est à mes côtés pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Jean Raby, bonsoir. Bonsoir, Greg. Vous êtes partenaire en charge du développement d'Astorg, qui est une société de private equity, de capital investissement, qui a plus d'une vingtaine, 25 ans même peut-être d'existence aujourd'hui. Vous avez une connaissance profonde de l'industrie financière. Je le dis rapidement, Jean, vous avez été associé chez Goldman Sachs pendant plus de 15 ans, je crois. Vous avez dirigé le bureau français, notamment pendant plusieurs années chez Goldman. Vous avez été évidemment connu en tant que directeur général de Natixis IM avant d'embrasser l'aventure Astorg depuis quelques temps maintenant. Jean, ma question est qu'est-ce qui va faire le succès du private equity en 2024 et qu'est-ce qui, dans cet univers, caractérise bien sûr Astorg par rapport à l'industrie? Écoutez, je pense que l'industrie du private equity, les facteurs de succès qui l'ont porté au cours des 25 dernières années seront ceux qui continueront à porter succès en 2024. C'est-à-dire une vision à long terme, une capacité d'investir des capitaux conséquents pour accompagner les entreprises dans leur développement et sans la tyrannie du trimestre, sans la tyrannie des marchés publics cotés. Et je parle par expérience, parce que j'étais moi-même directeur financier d'un grand groupe coté. D'un groupe coté dans les télécoms, je le cite. Oui. Donc, et à l'intérieur de cela, Astorg souhaite évidemment continuer à poursuivre son développement en se fondant sur ses propres facteurs de succès qui ont été une stratégie d'investissement très spécifique, qu'on exécute de manière très disciplinée. Et là, je pense que ça, c'est important. Ça, c'est un vrai facteur de succès. On investit d'une façon très précise, avec des critères financiers et opérationnels qu'on a définis par notre longue expérience de 25 ans. Et 2024 ne fera pas exception à cette règle. On va continuer à être discipliné dans l'exécution de notre stratégie d'investissement. Ça a été ce qui a porté notre succès pendant 25 ans. On est convaincu que c'est ce qui va continuer à le faire pour les années à venir. C'est plus que jamais un people business, comme on dit, cette industrie du private equity. Ça a toujours été oui, je sais. Business. Mais dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, on va parler peut-être quand même du choc de taux, le coût du capital, le coût de la liquidité. C'est avant tout, et ça reste avant tout un people business. Oui, le capital, il est fongible. Les individus, la valeur ajoutée qu'on peut apporter, l'accompagnement des entrepreneurs qui est notre vraiment ADN, ça c'est quelque chose qui est fondé sur l'intuition personnelle. Et nos investisseurs nous font confiance de la même façon que les entreprises nous font confiance pour les accompagner. Vous savez, nous, on se considère comme des actionnaires professionnels qui exerçons le contrôle. On ne se considère pas comme des managers et on garde notre rôle, mais on accompagne les sociétés et les équipes de management dans le développement de leur entreprise. On définit avec eux quelques grandes orientations stratégiques à moyen terme et on s'y tient. Et on mesure le progrès. Et c'est ça notre rôle, exercer le contrôle. Et de cette façon-là, on amène les sociétés à faire en 5 ans, ce qu'elle aurait peut-être fait par elle-même, mais plutôt en 10 ou 15 ans. Et donc, on accélère le développement. C'est ce que nous faisons et c'est vraiment notre expertise intuitive personnelle. Si l'ADN n'a pas changé, si la discipline financière et de conduite des investissements, qui est celle d'Astorg, est toujours là, qu'est-ce qui a changé dans l'environnement? Je parle bien sûr des taux, du coût du capital, du coût de la liquidité. Qu'est-ce que ça change quand on a un ADN comme celui d'Astorg? Est-ce que ça veut dire que les choses vont moins vite, que les deals sont plus compliqués à trouver? Vous êtes en phase d'investissement, je crois, pour un de vos nouveaux millésimes en ce moment, Jean. Qu'est-ce que ça a changé de passer d'un coût du capital de 0 ou moins de 0 à 4 ou 5 aujourd'hui? Il est vrai qu'au cours des 40 dernières années, on a vécu un environnement progressif, quand on prend une vision un peu de haut, de déclin continuel des taux d'intérêt. Et donc, de déclin continuel du coût du capital. Pour beaucoup de nos confrères, ça a été vraiment une part importante de leur création de valeur. C'est comme ça. Chez Astorg, compte tenu de notre stratégie d'investissement où on investit dans les sociétés de qualité,
avec des profils financiers très intéressants, croissance à 2 chiffres, marge opérationnelle supérieure à 20%. C'est des sociétés dans lesquelles on investit principalement en equity, non pas en recourant à la dette. Ce qui veut donc dire que notre capacité à générer de la valeur pour nos investisseurs a été beaucoup moins fondée sur de l'ingénierie financière, beaucoup moins fondée sur la baisse des taux d'intérêt et beaucoup plus sur notre capacité à générer de la croissance en accompagnant ces entreprises. En ce qui nous concerne, cet environnement financier n'a que peu d'impact. Par contre, ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas non plus... faut être bien conscient que notre stratégie d'investissement, d'investir dans les sociétés de qualité, eh bien, ça prend une certaine discipline et ce sont toujours des sociétés de qualité. Ces sociétés de qualité dans lesquelles on souhaite investir, elles sont plutôt rares. Donc, il y a toujours de l'intérêt pour ces sociétés-là. Il y a toujours un élément compétitif important, d'autant plus que beaucoup de nos confrères, comme nous, vous le mentionnez, on est en phase d'investissement, eh bien, il y a beaucoup de nos confrères qui ont également des capitaux importants à investir. Donc, la discipline est encore plus importante dans un environnement comme dans lequel nous sommes actuellement. Il y a beaucoup de dry powder, effectivement, comme on dit dans l'industrie aujourd'hui, Jean. Et donc, vous dites, au regard de la qualité que vous recherchez, c'est pas un marché d'opportunités évidentes. Il y a qu'à se baisser pour ramasser. C'est pas le screaming buy partout, là. Non, par contre, c'est pas le screaming buy parce qu'on essaie d'avoir une stratégie d'investissement qui est un peu découplée des cycles économiques. Parce que les entreprises elles-mêmes dans lesquelles on souhaite investir sont des entreprises qui peuvent traverser les cycles. En revanche, pour nos sociétés de portefeuille, qui ont une certaine taille et une performance financière non négligeable, évidemment qu'un environnement plus volatile, avec des différentes contraintes, peut présenter des conditions, des opportunités d'achat, de consolidation, que ce soit pour rentrer dans de nouvelles géographies ou augmenter la ligne de produits, qui est particulièrement favorable à nos sociétés de portefeuille. En 2023, nos sociétés de portefeuille ont réalisé quelques dizaines d'acquisitions à des multiples qu'on pourrait considérer comme attractifs, évidemment qu'on considère toujours nous-mêmes comme raisonnables compte tenu du profil de l'entreprise et qui sont créateurs de valeur puisque ça contribue à transformer les entreprises dans lesquelles nous sommes en plateformes qui deviennent à terme, quand on les cédera, des actifs de premier plan pour les acteurs stratégiques. C'est ça notre stratégie. Je comprends. Mais c'est un moment de build-up, c'est un moment de consolidation intéressant aujourd'hui. Build-up. Et on le démontre par notre portefeuille actuel, on a fait beaucoup d'acquisitions récemment. Concrètement, il y a des grandes thématiques qui vous intéressent plus que d'autres chez Astor? Vous êtes agnostique par rapport aux thématiques? Non, il y a des secteurs privilégiés pour vous? On est tous sauf opportunistes. On a une stratégie d'investissement très définie. On investit dans des entreprises qui servent d'autres entreprises, que ce soit par des produits ou des services, qui sont leaders sur leur marché et qui soit sont ou ont la capacité de devenir globales. C'est ça notre mantra. Et on décline ça dans 4 secteurs. Je vais vous nommer les secteurs, vous allez me dire c'est 3/4 de l'économie. C'est vrai. Santé, technologie, industrie, services. Je vous ai décrit 3/4 de l'économie. En revanche, à l'intérieur de chacun de ces secteurs, on a des segments très privilégiés d'investissement. Par exemple, dans la santé, on a les services aux grands groupes pharmaceutiques. En ce qui concerne la technologie, plus les logiciels pour les institutions financières. Dans l'industrie, tout ce qui est composants ou ingrédients critiques. Donc, on est très... Dans chacun de nos segments, je dirais qu'on couvre entre 10 et 15% de la part de l'univers de segments dans l'économie. Très clair. Se pose également la question des exits, des sorties pour l'industrie. Jean, j'avais été marqué par une interview d'un de vos confrères et concurrents, c'est le patron d'Equity Capital dans le Financial Times en fin d'année dernière. Sur la question des sorties, il fait un constat presque structurel vis-à-vis de la bourse, en disant que le marché boursier est devenu dysfonctionnel et que c'est plus une option de sortie évidente aujourd'hui pour des GP, pour des professionnels, des actionnaires professionnels comme sont ceux du private equity, Jean. Est-ce que c'est un constat que vous dressez et comment vous réfléchissez à la question des exits? Alors, il y a un agenda, il y a des calendriers pour ça, effectivement, mais est-ce qu'il y a une question structurelle qui se pose sur les exits du private equity aujourd'hui? Écoutez, il est vrai qu'il y a énormément de sociétés en portefeuille aujourd'hui et l'industrie du private equity est fondée sur une rotation du capital.
Ça, c'est clair, indéniable. En ce qui nous concerne, notre historique a toujours été de privilégier des monétisations, de novation du capital des entreprises dans lesquelles nous avons investi, soit par des cessions à des acteurs stratégiques, en majorité, ou en minorité, à d'autres acteurs du capital d'investissement comme nous. Nous n'avons jamais fait de sortie boursière. De sortie boursière. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas. Et je comprends ce que... Ça n'a jamais été l'option la plus intéressante Non. dans le cas des sorties menées par Astor. Non, parce que vous avez, il y a un élément et un LEA fondamental qui est une fois que la société est cotée, votre capacité, vous, en tant qu'actionnaire, de gérer votre monétisation, elle est fonction de facteurs que vous ne maîtrisez absolument pas. Ouais. Et j'en parle encore là, j'en parle en connaissance de cause. J'ai été directeur financier d'un grand groupe coté. Cela ne veut pas nécessairement dire que la bourse ne peut pas être une sortie intéressante pour certaines de nos sociétés à terme. Moi, je note quand même un constat, et ça, c'est lié aussi à une thématique différente, mais qui est associée, que quand vous regardez le nombre de sociétés cotées aujourd'hui dans le monde, c'est la moitié de ce que c'était il y a 15 ans. Ah ben oui, une attrition de la cote spectaculaire, et bien sûr. Ce qui explique aussi pourquoi le régulateur a souhaité encourager les investisseurs privés à se tourner vers les marchés privés, puisque ceux-ci sont devenus, pour toutes sortes de raisons qui mériteraient une émission entière, sont devenus le marché privilégié pour les sociétés qui portent notamment des projets d'innovation. C'est terrible, hein. Moi je parle à des small capers, des gérants de small cap cotés tous les jours ou toutes les semaines. Je vois bien le dialogue impossible entre le monde du private equity et des gérants de small cap boursières. Parce que le private equity me dit, les pépites, aujourd'hui, elles sont plus en bourse, elles sont chez nous. Et pour les gérants small cap, voir l'attrition de la cote, effectivement, tel qu'ils l'observent aujourd'hui, c'est très très dur. C'est très très difficile d'attirer l'attention d'un small cap. Et moi, il n'y a plus de couverture, il n'y a plus de couverture. On assistait à vraiment une barbellisation des marchés cotés. Et on le voit dans la performance boursière. Vous avez toutes les grandes sociétés de technologie qui tirent les indices vers le haut. On peut donc se dire que les indices boursiers sont dans des niveaux très élevés. La réalité, c'est qu'à l'intérieur de ces grands agrégats, il y a 80% de la cote. Il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Je voulais pas trop vous ramener sur le marché boursier. Je voulais dire un mot aussi de... Ça reste quand même une de mes amours. Ah non, mais... Je voulais qu'on dise un mot, tiens, c'est pas si loin de la bourse que ça. Ce grand push du private equity vers le retail, le phénomène de retailisation, de démocratisation, d'ouverture de ces stratégies non cotées à l'épargnant particulier. Alors, il y a différentes gammes, j'allais dire, chez l'épargnant particulier. Comment Astorg se positionne par rapport à ça? Est-ce que vos investisseurs historiques, traditionnels, vos LPs traditionnels vous suffisent aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez de l'intérêt pour une nouvelle gamme de clientèle qui apporterait son épargne et sa liquidité à vos stratégies? Écoutez, on n'est pas réfractaire à ce mouvement, bien au contraire. Je pense que le régulateur a aussi évolué beaucoup. Parce qu'il y a quelques années, le régulateur ne souhaitait pas que les investisseurs privés rentrent dans les marchés alternatifs, pour des raisons notamment liées à la liquidité ou la non-liquidité, et donc l'engagement à long terme. Je pense qu'aujourd'hui, le régulateur a évolué pour la raison qu'on évoquait. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi un phénomène conjoncturel qui a été la recherche de rendement dans un environnement où est-ce que notamment tout ce qui est stratégie liée au taux évidemment considérablement réduit sa participation, sa part des rendements au cours des 15 dernières années avec la baisse des taux d'intérêt. Ça a changé de façon très radicale en dedans de 12 à 18 mois, mais je pense que ça n'empêche pas que structurellement, ce phénomène va demeurer parce qu'aujourd'hui, on a des outils de construction de portefeuille qui savent faire la part des choses et qui sont capables d'intégrer dans un portefeuille plus large, évidemment, une part d'actifs alternatifs, certes avec des contraintes de liquidité, mais qui sont très diversifiantes par leur rendement et leur capacité de générer de la vraie valeur à long terme. Et moi, je pense que ça, c'est un phénomène qui va demeurer. On l'épouse dans la mesure où on a fait un partenariat notamment avec Cristal, le groupe Cristal, qui est un des grands réseaux de conseillers en gestion de patrimoine et qui a créé un fonds, un véhicule d'investissement qui est ouvert aux particuliers pour investir
dans les fonds Astorg. Et donc, à quelque part, oui, on contribue à ce phénomène de démocratisation, bien sûr. mais je pense que c'est le reflet. C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire, puis c'est aussi être à l'écoute de ce que le régulateur nous demande comme acteur dans les marchés financiers. Merci beaucoup Jean Raby d'être venu nous voir pour évoquer le private equity et Astorg en particulier. Vous êtes partenaire en charge du développement d'Astorg aujourd'hui. Jean Raby qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Merci.